Sorti du deuxième conflit mondial exsangue, l'URSS doit surmonter cette épreuve avant de rejoindre le sport international à nouveau. Ce revirement puise ses origines dans le nouvel ordre mondial qui voit s'affronter les deux grandes puissances depuis 1947, les USA et l'URSS. Cet affrontement se passe d'abord sur le terrain économique et scientifique. Le sport devient un moyen de faire triompher un modèle idéologique, afin de vaincre un ennemi sans passer par une guerre nucléaire. « 1952, JO d'Helsinki. L'URSS reprend les compétitions de foot après plusieurs décennies d'absence. Qualifiée sans problème, la sélection rouge affronte la redoutable sélection yougoslave de Tito. Un adversaire sportif de taille, mais aussi politique. La Yougoslavie est aussi un régime socialiste, mais indépendant de l'URSS. Au contraire des soviétiques, son dirigeant entretient des relations avec les pays de l'Ouest. Une défaite serait dommageable vis-à-vis de la vision de l'homme nouveau que souhaite imposer le régime soviétique. Après un premier match nul, avec un total de 10 buts, un match d'appui doit départager les deux équipes pour accéder au quart de finale. C'est une défaite cuisante pour l'URSS, qui perd avec 2 buts de différence. L'humiliation est telle que les dirigeants considèrent cette reprise comme une erreur, portant préjudice au sport et plus largement à l'État soviétique. En guise de punition, le pouvoir dissout le club du CDK Moscou, vivier des internationaux. Les joueurs sont dispersés dans les différents clubs de la Ligue afin de faire taire l'influence de l'événement. Après cette humiliation, le comité central du Parti communiste impose à la sélection d'exercer une domination mondiale sur le foot. Ce processus passe par l'intégration de la sélection à l'UEFA en 1954. Ces changements ne sont possibles que depuis la mort de Staline, permettant au régime de se libéraliser. Pour réaliser cet objectif, la sélection enchaîne les rencontres internationales. Avec 2 matchs fondateurs, un nul face à la France de Juste Fontaine et une victoire sur le champion du monde en titre, l'Allemagne de l'Ouest. Un bilan rassurant face à la nouvelle échéance qui s'annonce. Été 56, Melbourne. L'équipe doit confirmer son statut de prétendant au titre. Après s'être aisément qualifiée, la sélection rouge rencontre l'équipe championne du monde en titre. Et contre toute attente, elle remporte son match 2-1. Mais les joueurs patinent lourdement en quart de finale face à l'Indonésie, avant de gagner le match d'appui avec 4 buts d'écart. En demi-finale, l'URSS retrouve une habituée des derniers carrés, la Bulgarie. Après 90 minutes stériles, le match s'emballe. Les Bulgares ouvrent le score à la 95e minute. Après une courte pause, seulement 2 minutes permettent au jeune attaquant, Edward Stelstov, d'égaliser et de rallumer la flamme de l'espoir. L'équipe muscle son jeu et parvient à prendre l'avantage jusqu'à la fin du match. Au coup de sifflet final, les supporters soviétiques exultent, songeant déjà à la médaille d'or. Mais la finale n'est pas encore gagnée. L'autre finaliste n'est ni plus ni moins que la Yougoslavie, adversaire féroce qui ravive des souvenirs malheureux. Après une première mi-temps stérile, la tension est à son paroxysme lorsqu'un attaquant russe se place et parvient à marquer l'unique but du match. Cette victoire et la médaille d'or des Jeux sont une revanche. Elle est aussi l'occasion de voir des joueurs s'illustrer comme le nouveau gardien, Lev Yashin. Fort de sa médaille d'or, la sélection rouge se sent prête à performer en Coupe du Monde. 1958, direction la Suède. L'enjeu n'est pas le même. Pour la première fois, la sélection rouge va affronter toutes les sélections nationales et les plus fortes. Arrivé sur place, l'URSS passe les poules sans problème, bat l'Autriche, perd contre le Brésil et arrache un nul face à l'Angleterre. Un bilan qui lui permet de se qualifier en quart de finale, mais elle doit affronter le pays hôte, la Suède. Malheureusement, les Suédois survolent le match et iront jusqu'en finale. Pour la sélection rouge, c'est une épopée fondatrice. Elle souhaite dorénavant s'inspirer du football brésilien, marqué par une bonne technique individuelle. Une stratégie auparavant omise par le pouvoir stalinien. Ce changement de doctrine de jeu s'inscrit encore une fois dans la déstalinisation du régime. Le pouvoir autorise la sélection à viser un jeu collectif et construit sur des individualités. Une modification sportive comme politique. 1960, premier Euro, organisé en France. L'URSS doit convaincre et assurer son hégémonie sur le football européen. Même si, pour cette première édition, l'Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie refusent de participer, puisque les clubs refusent de libérer les joueurs pour la compétition. Ainsi, le premier Euro débute sur les 8e de finale, remporté par l'URSS face à la Hongrie. En quart de finale, l'URSS tombe sur l'Espagne de Franco. Seulement, l'Espagne fasciste refuse de venir jouer à Moscou. Qualifiée en demi-finale par forfait, l'URSS gagne facilement son match face à la Tchécoslovaquie. En finale, comme une impression de déjà-vu, la sélection affronte la Yougoslavie. C'est un match qui oppose l'élégance yougoslave au physique soviétique. Après un but de chaque côté à la 42e et la 49e minute, le match s'enlise. La victoire peut basculer des deux côtés. Mais l'URSS saisit sa chance à la 113e minute et marque.
Cette victoire est une consécration pour le joueur Lev Yashin, qui devient un modèle de jeu dans le pays, et l'URSS, une superpuissance dans le sport. Ce premier succès européen marque la réussite du tournant tactique pris dans la seconde moitié des années 50. Des joueurs plus techniques venant de tous les territoires de l'URSS. Cette confirmation n'empêche pas l'URSS de rater sa Coupe du Monde en 1962. La compétition s'arrête en quart de finale face au pays hôte, le Chili. Le sélectionneur est viré pour son incapacité à mettre en place le nouveau jeu soviétique. Mais Lev Yashin est tout de même récompensé par un ballon d'or pour l'ensemble de ses performances en club et en sélection. Pour l'Euro de 1964, l'URSS est déjà qualifiée du fait de son titre. La compétition a lieu en Espagne, sous la dictature franquiste. Après un parcours remarquable face à l'Italie, à la Suède et au Danemark, la sélection tombe en finale face à un adversaire sportif et politique. Le général Franco est présent pour le match. La partie est âpre, longuement disputée. Lorsque l'Espagne ouvre le score à la 6e minute, les Soviétiques égalisent à la 8e. Les Espagnols clouent le match à la 84e minute. L'homme nouveau communiste perd face à l'homme fasciste et provoque la vive colère des dirigeants soviétiques. Le sélectionneur est remercié. Pour la Coupe du Monde de 1966, seul palmarès manquant à la sélection, l'équipe s'envole pour l'Angleterre. C'est la première fois que l'équipe n'est plus composée majoritairement de joueurs russes. La sélection se qualifie haut la main et gagne son quart de finale face à la Hongrie. En demi-finale, l'équipe fait face à la RFA, un adversaire de taille qui rafle la victoire. Le match est resté dans les mémoires suite à l'arbitrage controversé de l'Italien Concetto Lobeo, connu pour son anticommunisme virulent. Il exclut un joueur soviétique dès la première mi-temps. L'équipe est défaite face au Portugal pour le match de la 3e place, dissipant tous les espoirs de podium pour la sélection rouge. Encore en 1968, la sélection atteint les demi-finales de l'Euro sans surprise. L'URSS affronte la Squadra Azzurra. Après un match sans but, les prolongations débutent. Même résultat, 0-0. Le sort des équipes est joué à la pièce, un pile ou face pour obtenir son billet pour la finale. L'URSS perd le tirage au sort et regrettera sûrement postérieurement l'absence de la règle des tirs au but. La défaite face à l'Angleterre pour la 3e place sonne le glas de la génération des joueurs comme Lev Yashin, né autour des années 1930. À partir des années 70, l'équipe rentre dans un moment de flottement. Les compétitions s'enchaînent et se ressemblent. La Coupe du Monde de 1970 au Mexique se termine en quart de finale. L'Euro de 1972 est le dernier sursaut puisque l'équipe accède à la finale, mais échoue lourdement face à la RFA. Puis, la sélection va devoir patienter 10 ans pour se qualifier pour une nouvelle Coupe du Monde, et 16 ans pour le nouvel Euro. Par contre, au niveau olympique, la sélection rafle 3 médailles de bronze entre 1972 et 1980. Afin de rompre le mauvais sort, les dirigeants de la sélection et des clubs dans le pays décident de miser sur la jeunesse. Ce mouvement s'intègre dans un mouvement politique plus large à l'intérieur du pays. Depuis une vingtaine d'années, le pays prend du retard sur les États-Unis. Si la guerre se résoudra par le système le plus performant et apte à la recherche, la conquête spatiale est une bataille stratégique et très coûteuse. Le pays enchaîne les plans quinquennaux afin de développer son industrie. Seulement, ce sont des échecs successifs. Le pays n'a pas les capacités réelles de tenir le rythme. Il patine. Tout comme la sélection nationale, il faut du temps pour s'adapter. Après 9 ans de disette, en 1983, le président de la Fédération ukrainienne de football rend un avis positif sur la sélection. Et la sélection se qualifie à nouveau, direction les compétitions internationales de premier plan.